Michel Bolasseille, bonjour. Bonjour. Alors Michel Bolasseille, que j'ai connu il y a des siècles comme journaliste à l'Indépendant, journaliste pour la culture. Voilà, et maintenant ici, quand on parle de culture, on sort sa bétonnière. On aura peut-être une discussion là-dessus. Qui écrit des bouquins, qui en est à son 8e livre, n'est-ce pas? C'est ça. Et là, les derniers jours de Magellan. Si je voulais faire un calembour, je dirais que s'il avait été plus rapide, il n'en serait pas ces derniers jours. Mais donc, on va, avant de parler de celui-là et de la conférence qui aura lieu le 15 janvier à la loge de l'Olivier et du Laurier, ou à moins que ce soit l'inverse, je ne sais pas dans quel ordre ils mettent les condiments. Donc, on va parler de livres sur la spiritualité, l'Argentine, c'est pour faire le cloud un peu, la spiritualité, l'Argentine, et puis quoi d'autre? J'ai pas toute ton œuvre en tête. Elle est un peu locale par le biais de Perpignan et Saint-Jacques. Elle est aussi régionale, enfin ou locale, tout autant avec l'historique un peu de Saint-Laurent de la Salanque qui intégrait fut un temps le Barcarès. Et puis il y a actuellement travail, un livre sur les insurgés de la pauvreté que je fais en collaboration avec André Bonnet et qui va évoquer l'histoire de tous les gens qui depuis le bas Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui se sont impliqués à divers titres et à divers degrés, qu'ils soient laïcs ou clairs, précisément dans cette œuvre pour la pauvreté. Alors ça va de Saint-François d'Assise à Coluche. Voilà, passant par l'abbé Pierre. En passant par l'abbé Pierre. Pour un autre ecclésiastique. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le jour où on canonise Mère Teresa. Oui. Voilà, puisqu'on a eu droit à 2 miracles d'elle. Et elle en fera partie. Voilà. Elle a dit de très belles choses et puis elle a largement œuvré aussi pour la pauvreté. Voilà. Elle était albanaise, on le sait peu. C'est vrai. Voilà. Les catholiques sont bien représentés en Albanie. Pas autant que les musulmans, puisque c'est un territoire essentiellement musulman religieusement parlant, mais il y a beaucoup de catholiques. Oui. Ceci dit, c'est pas le sujet de notre truc, parce qu'on ouvre des tiroirs comme dans les romans du même nom. Alors là, on va passer par l'Argentine. Moi, je ferai semblant de dire, mais pourquoi l'Argentine? Mais moi, je sais que c'est un pays formidable. C'est un pays formidable. Et puis la deuxième réponse, c'est un peu par hasard, mais y a-t-il du hasard? Je n'y crois pas. Et alors, précisément, la découverte de l'Argentine n'a fait confirmer qu'effectivement, il devait y avoir un côté providentiel. Parce que dans la mesure où j'allais pour découvrir un pays, la Terre de Feu, et que suite à une rencontre, au retour, en étant responsable du CML, André Bonnet me fait présenter André Makin, sur lequel je devais faire un papier le soir même. Et André Makin, pendant tout le déjeuner au Parc Hôtel, me fait évoquer la Terre de Feu, une région qu'il ne connaissait pas, mais qui avait, semble-t-il, pour lui, un certain intérêt parce que c'était très proche, lui avait-on dit, de sa Sibérie natale. Dans la Patagonie, donc c'est vers le sud-sud. C'est la Terre de Feu, hein, c'est le plus bas de la Patagonie. C'est après le détroit de Magellan. D'accord, c'est la patte de la Patagonie. Voilà, exactement. Et donc, à l'issue du déjeuner et du dîner, André Makin, le prix Goncourt 2009 pour le Testament français, m'avait dit écoutez Michel, c'est très bien tout ça, mais il faut absolument écrire quelque chose. Alors je lui ai dit, moi j'ai pris aucune note, rien du tout. Tant et si bien que j'ai publié un roman qui s'appelait Terminus Ushuaïa. Et puis à l'issue de ça, l'histoire de Buenos Aires et l'histoire du tango, du tango là. Dernier tango à Buenos Aires qui a été différemment traduit en Argentine parce que le titre ne leur plaisait pas et parce qu'il ne convenait pas vraiment à la thématique qui était proposée, à savoir mon idée c'était, à l'initiative d'un journaliste argentin, d'écrire sur le tango en évoquant son évolution depuis la dictature jusqu'à aujourd'hui. Parce que la musique et le tango qui étaient censurés pendant les 10 années de dictature ont complètement changé. Et donc j'évoquais
tout ce qui était nouveau dans le tango, particulièrement à l'échelon de la musique, de l'écriture des textes et de la danse. Et donc, voilà. Et alors, une des raisons, dont je reviens à cette idée providentielle, c'est qu'à l'issue de la traduction du premier livre là-bas, mon éditeur sur place m'a dit qu'il y avait des gens qui me demandaient certains bolesais. Alors je leur ai dit, écoutez, moi j'appelle ma femme tous les soirs, en principe j'ai pas de... Non, mais ce sont des bolacelles d'ici. Et je me suis aperçu que moi qui n'avais aucune famille ici ni de l'autre côté de la frontière, puisque je suis natif d'après de Fourtia et de Riumors, mais j'avais 46 bolacelles qui portaient mon nom en Argentine. C'est un peu catalan, bolacelles. Voilà. Et donc voilà, alors j'avais toutes les raisons. J'ai retrouvé, je puis dire que j'ai retrouvé une famille, une parenté authentique, puisque elles descendent, elles viennent du même lieu où était natif mon père et mon grand-père. Voilà l'histoire de l'Argentine. Donc il y a finalement une raison d'être. Alors là on est sur... Alors il y a eu un livre sur le Tibet, si je ne m'abuse, non, le Tibet, non. Sur quelle spiritualité, je ne sais pas pourquoi j'ai retenu Tibet. Non, c'est entre mon frère, ouais. C'était un livre sur le dialogue, juste après les attentats du 11 septembre, c'est le premier livre que j'ai écrit, puisque je m'occupais un peu de ça quand j'étais au journal aussi. J'ai fait un livre intitulé « C'est entre mon frère, histoire et enjeu du dialogue interreligieux ». Donc aujourd'hui on en parle beaucoup. Il y a une dizaine d'années, je pense que c'était absolument légitime d'en parler. Et donc à ce titre-là, effectivement, oui, j'ai évoqué les trois religions monothéistes, plus le bouddhisme, que j'intègre moi davantage dans une religion dans la mesure où, elle obéit quand même à un rituel. Et puis j'ai rencontré des faits. Et ce que j'ai voulu dire, ce dont je me suis aperçu finalement, en rencontrant des gens, en allant à la rencontre des diverses spiritualités, c'est que la première des choses, le commun dénominateur entre les gens qui participaient à ces spiritualités, c'était qu'ils avaient à s'enrichir l'un de l'autre. Et ça, à partir du moment, sans aucun syncrétisme, mais quand quelqu'un assuré de sa foi peut objectivement se rendre compte que, en découvrant la foi des autres, il peut s'en enrichir, mais ça change beaucoup de problèmes, et Dieu sait un certain nombre de problèmes d'une grande actualité. Alors là, on est sur les derniers jours de Magellan, édition des presses littéraires. Alors, Magellan, connu par son détroit, mais c'était un voyageur. Il y a aussi une capsule spatiale, je crois, qui s'appelait Magellan. Il y a bien des choses, il y a des boussoles, il y a des GPS qui s'appellent Magellan. Non, Magellan, c'est une histoire. Bon, c'est une histoire. Il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde, mais ce qui m'a fait intéresser à Magellan, puisqu'on me pose souvent la question, c'est un certain nombre de choses. D'abord, par le biais de mon père, qui n'avait jamais dépassé Narbonne, sauf pour être 5 ans prisonnier de guerre en Allemagne, et qui était un passionné littéralement de géographie, et qui, à l'âge de 8-10 ans, me faisait découvrir sur son atlas tous les continents, les fleuves, et en particulier les détroits de Bering, des Dardanelles, de Magellan, le pont, dont il me parlait avec une grande envie, une grande éloquence, et un jour je suis allé sur ce bord de détroit, et donc en découvrant la Terre de Feu comme j'en ai parlé, et par le biais de la remarquable biographie que lui avait consacrée Stefan Zweig, je me suis intéressé au personnage de Magellan, non pas tant pour en faire une biographie que pour dire ce qui me plaisait chez ce personnage. Et c'est pour moi un personnage qui, d'une certaine manière, résume tout ce qui fait la beauté, la force, la grandeur d'un homme. C'est-à-dire, sans ordre chronologique, mais le courage, la foi, la fidélité et l'esprit d'aventure concomitant à l'ensemble. Et
Magellan, vu d'un certain côté, on s'en rend compte aujourd'hui. Beaucoup de personnes anglo-saxonnes en particulièrement s'intéressent au personnage parce qu'ils découvrent que c'était un personnage bien au-delà de ceux des grands navigateurs sur lesquels on s'est attardé, comme Vasco de Gama ou Christophe Colomb. C'est vraiment un personnage. Magellan est un découvreur, un navigateur, en aucun cas un conquistador, comme Cortés, Pizarro, Balboa ou autres. Lui n'avait d'objectif que de réaliser un pari qui était extrêmement fou, quoi. Les Portugais avaient déjà découvert ce qu'on appelait les Moluques ou les Indes dans le lieu des épices, les Indes orientales, les lieux des épices. Et comme c'était un domaine de Portugais et que les Portugais n'avaient pas voulu de son idée, il s'est, un peu comme Colomb l'avait fait d'ailleurs, il est allé voir les Espagnols et leur a dit « Moi, je pense que je pourrais atteindre ces côtes d'Indonésie, mais par un autre chemin que en contournant l'Afrique. » Et donc, fallait-il connaître le passage et donc il a pris des risques insensés, sans manifestement connaître les tenants et les aboutissants. Et au bout d'une incroyable aventure, il est parvenu à faire le tour du monde. Parce que la rotondité de la Terre, c'est lui qui le prouve en premier. Parce que bon, certes, certains savants, géographes, cartographes avaient imaginé, on savait déjà que la Terre était ronde, fallait-il le prouver. Lui l'a fait. Donc c'est un personnage qui est important à un moment donné où on se cherche des exemples. Vu que humainement il n'y en a plus beaucoup. Ah oui, non mais il n'y en a plus beaucoup. Et alors, ce qui m'a intéressé et ça manque d'épopée. Tout à fait. Ce qui m'a intéressé dans la personnalité de Magellan, entre autres, c'est que c'est un homme et le livre est ordonnancé autour enfin, quand Magellan arrive aux Philippines, 1 an et demi après son départ, il a pratiquement tout réussi. Il est déjà sur le lieu des épices, il lui reste que le voyage retour, donc il a parfaitement réussi l'immense contrat qui s'était proposé comme un défi. Et il va mourir là, et quelques temps avant sa mort, il repense un peu à tout ce qu'il a fait, et je le fais évoquer sa vie passée à travers 2 personnes qui ont compté énormément. Et ce ne sont pas des gens du sérail, ce ne sont pas des officiers, c'est un esclave malais qu'il a affranchi et qui lui aura été fidèle pendant tout ce temps-là et qui va raconter un peu la vie de Magellan. Et puis l'autre, Pigafetta, qui est l'historien du bord, qui est un Italien, qui est arrivé dans les derniers 15 jours à Séville avant l'embarcation, que Magellan a pris parce que, pensant qu'après tout, on ne sait jamais si ça réussissait, peut-être que fallait-il que ce serait bien que quelqu'un raconte tout ça, grâce auquel Pigafetta, l'histoire de Magellan et que nous est connue aujourd'hui. Et donc, et lequel Pigafetta fera partie des 16 survivants sur les 273 partants du départ. Voilà, donc mais c'est bien dans l'esprit des marins ou des grands marins d'avoir cette amitié envers les plus humbles. C'est la grande amitié des gens de la mer. Et je pense que Magellan était outre son aspect, son volet de grand navigateur, je pense que c'est quelqu'un qui était un grand visionnaire. Un grand visionnaire. Parce que mine de rien, comme le disait l'ancien directeur du Monde, dont je ne me rappelle plus le nom, il y a très peu de temps. Il l'a dit. Magellan a changé le cours de l'histoire, quelque part. Parce que c'est lui qui ouvre, part de la mondialisation, mais il y a tout un pan. Donc c'est le salopard qu'on doit tabasser si on le retrouve. Oui, mais je pense que son idée à lui était bonne. Il faut savoir
quelle est la différence quand je dis que Magellan n'était pas un grand conquistador et que c'est un grand personnage. Oui, il n'a pas tué des gens, dans le voyage. Non seulement, mais quand il est arrivé sur les îles, dans les lieux qui n'avaient pas encore connu d'autres hommes que les natifs, que les autochtones, il a contraint ses marins à faire preuve d'une très grande, comment dirais-je, d'un comportement, d'altruisme, d'un très beau comportement, en assurant les rois ou les chefs de tribus locaux qu'avec l'Espagne désormais, ils auraient un lien commercial, que ne venaient rien piller. Quelle différence par rapport aux mondialistes de l'endemain. Voilà. Et donc voilà, c'est un des aspects. Magellan est quelqu'un aujourd'hui encore qui me fascine et qui pourrait, et qui est d'une très grande actualité, comme ces grands personnages de l'histoire qui ont des choses à nous dire pour aujourd'hui. Des choses à nous dire aujourd'hui. Michel Bolasseil, merci. Avec plaisir.